Bon, donc enfin, on finira avec le DFT, ce qui s'appelle la théorie de la fonctionnelle de la densité. Okay, donc la dernière fois, on a vu couple cluster. Et là, on essaie de modéliser la fonction d'onde directement en termes de déterminants de Slater importants. Il y avait un coût assez élevé associé avec. Donc ici, on va essayer de modéliser une quantité plus simple pour laquelle la théorie est en principe exacte avec plusieurs conditions là-dessus. Bon, donc ça commence avec le théorème Owenberg-Kohn. Et long après, Walter Kohn a eu le prix Nobel pour ça. Donc, au lieu d'utiliser la fonction d'onde, on va regarder la densité électronique qu'on écrit comme ρ. Donc, la densité électronique. Et le message de ce théorème, c'est que cette quantité, qui est beaucoup plus simple que la fonction d'onde, porte assez d'informations pour construire toutes les propriétés du système sans utiliser la fonction d'onde directement. Donc, et je vous dis directement, la densité est beaucoup plus simple que la fonction d'onde. Bon, donc il y a deux parties. La première, c'est que si on prend la densité à tous les points en espace, puis on prend une somme, l'espace est continu, donc ça devient une intégrale. La somme de la densité à tout part, c'est le nombre d'électrons. Et je vais vous donner la conclusion, qui est la deuxième partie. La densité est liée avec un potentiel. Donc si on a un arrangement de charge, il y a une densité qui va s'arranger autour. Puis si on a une densité juste quelconque, cette densité est liée avec une distribution de charge particulier. Donc la densité et le potentiel associés avec sont en principe 1 à 1. En anglais, on dit one-to-one correspondence. En français, il y a une bijection entre les densités et les potentiels sous certaines conditions qu'on ne discutera pas. Donc, la densité est liée avec un potentiel particulier. Qu'on appelle V externe, donc le potentiel, disons, externe, c'est une fonction de la position. Pour les molécules, c'est le potentiel à cause des molécules. Donc, le potentiel Coulomb.
OK. Et je vous donne l'énoncé sans les conditions. La densité électronique est unique, en guillemets, pour un potentiel généré par les noyaux. OK, c'est les noyaux d'un molécule en particulier. OK, donc la façon constructive de gérer les équations, c'est que on a Hamiltonien qui définit le système physique. En principe, on résout l'équation Schrödinger pour les états propres de H en particulier. Et de là, on peut calculer les valeurs attendues de toutes les propriétés. Donc, H est construit, on résout pour les états avec lesquels on peut calculer les propriétés. Okay. Le théorème de Owen-Burkon nous dit que la densité électronique porte assez d'informations pour définir le nombre d'électrons et le potentiel externe. Qui sont les variables qui définissent H? En principe, là, on peut calculer C et les propriétés. Donc, sachant simplement la densité électronique, on a assez d'informations pour calculer tous. Comment? Ça, c'est une question complètement différente. Donc, la densité électronique porte assez d'informations. OK. Cet argument, et le théorème de Owen-Burkon en particulier, est une preuve d'existence. Comment? Ça, c'est une question qui n'a pas de bonne réponse. Donc, c'est quoi l'énergie d'une densité? Okay. Et vous pouvez regarder le papier Owen-Burkon. Je pense que c'est dans les années 50. Ça se peut que ce sont les années 60, je ne me souviens pas. Mais là, nous sommes en année 2023. Donc, la partie de la DFT qui est résout, je pense que ne changera pas tant que ça d'ici 10 ans. Donc, le DFT peut être utilisé pour des systèmes faiblement corrélés pour plusieurs raisons. Pour les autres systèmes, il n'y a pas de bonne réponse. Bon, donc, il y a des façons d'essayer d'écrire une fonctionnelle de la densité, donc d'écrire une énergie en termes d'une densité. Cependant, le mot fonctionnel, ce n'est pas une bonne nomenclature. On dit que c'est une fonction d'une fonction. La densité est une fonction, donc on prend une densité, on donne un nombre. Vous pouvez oublier ça. Bon, donc, comment définir une énergie associée à une densité? Donc, bien entendu, l'énergie a une contribution cinétique et une contribution du potentiel. Donc, E a une contribution Donc, on peut essayer d'écrire l'énergie de la densité comme
une énergie cinétique venant de la densité. La partie du potentiel est plus facile. Certaines parties sont plus faciles. Donc, l'intégrale, cette pièce est bien définie. Si on compare avec ce qu'on a vu, la méthode Born-Oppenheimer, ça c'est V électron-noyau, plus une contribution électron-électron. Okay, donc, d'habitude, on groupe T et VE1 ensemble, puis on l'appelle F. Puis, il y a une bonne raison pour ça. La partie F ne change pas pour chaque système. La seule variable du système qui change pour F, c'est le nombre d'électrons. L'énergie cinétique des électrons ne dépend pas du arrangement des noyaux directement. Puis, l'interaction interélectronique est un effet différent que l'attraction électron-noyau. Donc, F est un fonctionnel universel, c'est le même pour tous les systèmes dans la vie. Rho, V externe, c'est la contribution du système particulier. Donc, F. Bon, donc encore une fois, F. Okay. Donc, c'est quoi l'énergie cinétique d'une densité électronique? Il n'y a pas de bonne réponse. Il y a, pour les atomes, il y a un fonctionnel Thomas Fermi. Et là, ça fait longtemps que Fermi n'était pas vivant, donc vous pouvez deviner de quand ça date. Et une correction. Puis pour les atomes, c'est correct. Pour les atomes, c'est plus facile parce qu'on a une symétrie sphérique, puis le système est... il y a moins de choses bizarres qui peuvent arriver. Donc pour les atomes, c'est en principe plus facile de définir. En général, c'est vraiment compliqué. Donc, au lieu de considérer la densité directement, on introduit un déterminant de Slater qui reproduit la densité. Okay. Et ça, c'est la construction de Kohn-Sham. Et en particulier pour le théorème Ornberg-Kohn et le traitement Kohn-Sham, Walter Kohn a eu le prix Nobel. Donc, on définit TS de Rho comme le minimum sur tous les déterminants de Slater qui reproduisent Rho. Donc,
la valeur expectée de l'énergie cinétique utilisant un déterminant de Slater qui reproduit la densité électronique. Donc ça, c'est une définition qui est assez facile à utiliser. Par contre, aussitôt qu'on introduit un déterminant de Slater, on a des orbitales, puis c'est plus strictement la densité. Donc, donc, quand on regardait Hartree-Fock, les orbitales ont une interprétation physique directe. Ils sont les amas que vous voyez dans vos diagrammes, sont les orbitales qui minimisent une énergie. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a des interprétations, mais elles sont moins claires. Donc, l'interprétation des orbitales est moins claire. Gardez ça en tête si vous faites des calculs DFT. OK? Donc, pour T, on a une approximation. Pour VEE, il faut approximer aussi. Donc, on les décompose en deux. Une partie qu'en principe, on calcule d'une manière exacte, puis une partie qui est inconnue, qu'on espère est petite. Donc, J, puis VXC. Donc, J représente la répulsion d'une densité de charge classique. Je vais écrire l'expression. Puis VXC, c'est tous les effets quantiques qui ne sont pas comptés. Donc, en particulier, l'échange qu'on a vu pour Hartree-Fock n'est pas compté ici, et les effets de corrélation ne sont pas comptés non plus. Donc, les effets quantiques manqués. Donc, en particulier, donc XC pour Exchange Correlation, ou en français, échange corrélation. Notez que même en anglais, échange commence avec E. Bon, donc on décompose VE en une partie qu'on peut calculer en principe exactement, puis une partie qu'on espère est petite, inconnue. Okay, donc J a une expression précise. Donc 1/2 fois une intégrale de la densité évaluée à 2 points divisé par ça, parce que c'est une répulsion coulombienne, puis on prend l'intégrale sur tout espace. Okay, encore une fois, pour une densité de charge classique, c'est ça l'interaction. Pour un système quantique, il y a des subtilités qui ne sont pas présentes. Donc, disons qu'on a un électron. Un électron, en principe, n'a pas une interaction avec lui-même. Par contre, J, donc l'interaction de la densité d'un électron, a une interaction qui est fausse. Donc, J ne sera pas 0. Et on appelle ça, je vais écrire le mot en anglais parce que vous pouvez essayer de le traduire vous-même. Donc, on l'appelle self-interaction error. Erreur d'auto-interaction.
Donc ça, c'est un défaut connu. Puis, en principe, VXC doit être capable de gérer cette faute physique. Okay. Je ne vous donne pas une expression pour VXC. Cependant, on va aller discuter. Donc, VXC, je vous dis, est inconnu. En principe, il y a une forme... VXC existe, mais sa forme sur papier est inconnue. Je vous dis, c'est pas possible de l'écrire. Donc, en principe, il existe. Tous les DFT sont, dans la littérature sont des formes sont des approximations pour VXC et ils sont tous différents. C'est pour ça qu'on a des centaines de fonctionnels différents. Donc, bon, donc, on peut définir une hiérarchie pour inclure des ingrédients différents dans VXC, et c'est ça qui est fait. Donc, OK, donc, en premier rang, on a LDA. C'est un acronyme en anglais. J'écris le mot, Local Density Approximation. OK, là, on dit que VXC est seulement une fonctionnelle de la densité électronique. Ce n'est pas une bonne approximation, donc il y a plusieurs rangs supérieurs. Ensuite, on a GGA. Puis, vous pouvez traduire ça si vous voulez. Donc là, l'idée, c'est qu'on va faire l'expansion de VXC comme une série en ρ et ses dérivés. Il y a des raisons pour lesquelles on ne peut pas le faire directement. Donc, au lieu de son gradient, qui est son premier dérivé, il faut utiliser le gradient réduit. Pour des raisons. Donc, on utilise la densité ainsi que cette variable-là, qui est définie comme le gradient de ρ divisé par ρ. Pourquoi? Parce que dans un cours gradué, on va expliquer ça. Bon, donc là, il y a des exemples que vous allez voir. BLIP, je pense pas qu'on utilise toujours ça. Puis PBE, il y en a d'autres, mais je ne les connais pas. Donc, ensuite, on a, je vous avoue, les noms sont terribles. Après GGA, on a Meta-GGA. Puis là, on utilise la densité, le gradient réduit, ainsi que la densité cinétique, qui est comme quelque chose comme ça. Et là, je ne suis pas 100% certain, mais c'est comme une deuxième dérivée. Okay. Ces trois rangs de fonctionnels-là, on appelle les fonctionnels purs. Et la raison pour ça, on utilise seulement la densité et ses dérivés pour définir VXC. Bon, donc, le gros breakthrough
théorie fonctionnelle de la densité, c'est Axel Becker, c'était environ 1990. Il a défini une fonctionnelle hybride. Puis en particulier, celle que vous allez connaître, c'est, je vais l'écrire en rouge pour être cohérent. C'est ce fonctionnel-là. Si vous regardez son papier, c'est pas le fonctionnel qu'il a défini, mais c'est celui qui est le meilleur de cette forme-là. Bon, donc, on utilise les ingrédients de la densité encore, ainsi que les orbitales Kohn-Sham. Donc, pour le traitement Kohn-Sham, on définit un déterminant de Slater. Pour avoir un déterminant de Slater, il faut introduire des orbitales. Donc, on utilise les orbitales de Kohn-Sham qui sont occupées. Et ça donne une correction qui est pas si mal pour un coût qui est extrêmement faible. Finalement, si on peut utiliser les orbitales Kohn-Sham occupées, on peut utiliser les orbitales Kohn-Sham virtuelles aussi. Et encore une fois, les noms sont terribles. Ça s'appelle des doubles hybrides. Puis on a les orbitales occupées, Kohn-Sham, et les orbitales virtuelles, Kohn-Sham. OK, là, j'ai des opinions là-dessus. Les hybrides, vous pouvez penser comme Hartree-Fock plus une correction. Donc, c'est pas fausse d'y penser comme c'est un traitement Hartree-Fock plus une correction empirique qui est fitée à des systèmes particuliers. Les doubles hybrides, c'est plus ou moins la même chose. C'est une correction utilisant les orbitales virtuelles. C'est une théorie de la perturbation après Hartree-Fock aussi. Donc, c'est la façon que je le vois. Les gens dans ce domaine peut-être ne le voient pas de la même façon, mais si on est rendu là, pourquoi pas est-ce qu'on ne fait pas Cobble Cluster pour un coût comparable? C'est mon opinion là-dessus. Bon, donc, je vous donne un petit résumé des gros messages. Donc, on ne peut pas résoudre l'équation de Schrödinger exactement. C'est un message important. Okay. Une première approximation qu'on peut faire s'appelle Hartree-Fock. Et là, on a un déterminant de Slater qui va essayer de représenter la fonction d'onde. On comprend ce traitement comme des électrons indépendants. La différence entre Hartree-Fock et la réponse exacte s'appelle la corrélation. Ensuite, la corrélation peut soit être faible ou forte. C'est faible si Hartree-Fock est une bonne approximation, ou autrement dit, s'il y a un déterminant de Slater dominant dans la fonction d'onde exacte, et forte si ce n'est pas le cas.
OK. Pour la corrélation faible, on a des bonnes méthodes. Donc, on a soit couple cluster qui est en principe, je vous dis, c'est plus ou moins la réponse exacte pour des systèmes faiblement corrélés. Et on a aussi DFT. Et ces deux méthodes sont vraiment bons pour des systèmes faiblement corrélés. OK, donc, simplement pour fermer l'histoire, c'est quoi la proportion des systèmes qui sont faiblement versus fortement corrélés? Les systèmes faiblement corrélés sont les composés stables où il y a un déterminant de Slater qu'on peut dessiner. Aussitôt que les électrons bougent, donc pour effectuer une réaction chimique, c'est l'interaction entre les électrons qui détermine la dynamique. Ce sont fortement corrélés, puis il faut plus qu'un déterminant de Slater pour décrire le système. Donc, pour décrire la dynamique d'une réaction, corrélation forte. Pour des questions thermodynamiques, qui honnêtement, c'est la plupart des calculs qu'on peut croire, c'est de la corrélation faible. Bon, donc en gros, c'est une introduction aux méthodes qui essaient de résoudre l'équation de Schrödinger. Encore de la corrélation faible. Si vous voulez faire des calculs en recherche, on reparlera, c'est ça.